Salut tout le monde, aujourd'hui chapitre 8, relativité restreinte. Je ne vous cacherai pas que c'est peut-être mon chapitre préféré dans ce cours-ci. Juste parce que c'est tellement surprenant quand on se met à regarder tout ça. C'est un bon exemple de physique en fait qui... tu sais, souvent la physique, on s'appuie sur une expérience, puis après ça on essaie de prédire qu'est-ce qui va se passer dans des situations un petit peu différentes. La relativité restreinte, c'est un peu le contraire, c'est qu'on est passé sur des observations qui n'étaient pas faites encore, mais sur des concepts qu'on savait vrais. Puis notre ami Einstein a réussi à extrapoler une théorie qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, puis finalement qui a pris quand même plusieurs années après sa mort pour pouvoir être testée. Donc, M. Einstein n'a malheureusement jamais remporté de prix Nobel par rapport à cette découverte très impressionnante. Mais il y en a gagné un à la même année avec son effet photoélectrique qu'on va observer la semaine prochaine. Donc, on va commencer par regarder c'est quoi la relativité restreinte. Donc, Einstein s'est basé sur deux faits assez quand même reconnus sans trop se poser de questions. Puis après ça, à partir de là, il a fait un petit dessin puis il s'est dit, ben, la nature doit se comporter comme ça. Avec son lot de critiques, évidemment, qui est venu avec, parce que c'est impossible de prouver. Donc, on va attaquer ça, puis on va en reparler quand on va être rendu là. Donc, les deux postulats, donc les points de départ de notre ami Albert, c'est-à-dire que les deux postulats, c'est-à-dire que les lois de la physique sont partout pareilles. Donc, c'est le premier postulat de relativité. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs, souvent des référentiels inertiels. Tous les référentiels inertiels sont équivalents. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les lois de la physique ne peuvent pas changer, peu importe où tu te trouves dans l'univers, à quelle vitesse tu te déplaces et qu'est-ce que tu fais. Donc, les lois de la physique sont immuables et doivent être appliquées partout et de façon équivalente à tout le monde. On a l'impression que nous, ce qu'on fait, on est immobile sur Terre, mais il faut être bien conscient que la Terre avance autour du Soleil à une vitesse assez impressionnante et qu'on tourne sur nous-mêmes à une vitesse qui est aussi assez impressionnante. Et que tout ça se déplace en même temps. Le Soleil se déplace autour du système de la galaxie et la galaxie elle-même se déplace dans l'univers. Donc, on est loin d'être immobile et c'est pas parce que tout ça est en mouvement que les lois de la physique qu'on a dit jusqu'à maintenant ne sont plus vraies. Donc, peu importe si on se trouve sur la Terre avec toutes ces rotations-là ou qu'on se trouve à un autre point dans l'espace qui est complètement différent en termes de référentiel. Donc, c'est ça le référentiel. C'est où ce que tu traces ton axe X, Y, Z, ton zéro. Est-ce que cette origine-là se déplace à une certaine vitesse dans n'importe quelle direction ou est-ce qu'il est immobile? Ben, peu importe, ça ne change rien pour nous. Donc, les lois de la physique devraient être les mêmes, peu importe si on se déplace ou pas. Et le deuxième postulat, c'est que la vitesse de la lumière est une constante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, l'exemple qu'Einstein nous a donné, c'est avec le train. Il dit, ben, mettons que tu as une lumière qui est allumée sur le quai, ben, la lumière va s'en aller à la vitesse que je vous ai écrit là, donc 2,99792,458 mètres par seconde, qu'on va arrondir à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde avec trois chiffres significatifs, donc 3,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Si on se situe dans le train et le train avance, disons, à la moitié de la vitesse de la lumière, ben les vitesses ne vont pas s'additionner comme dans la mécanique classique. Donc, on ne peut pas lancer un objet et additionner la vitesse du train à cet objet-là. Comme l'onde qui sort de ma lampe de poche est une onde électromagnétique, donc elle n'a pas besoin de soutien matériel. Le fait qu'on avançait au départ ne change absolument rien. Donc, pour un observateur qui est à l'extérieur du train, dans les deux cas, la vitesse de la lumière va être exactement celle-là. Donc, on ne peut pas faire accélérer la vitesse de la lumière, on ne peut pas la ralentir non plus. La seule exception à ça, c'est si on passe dans des milieux qui sont plus ou moins réfractants. Ce qui ne sera pas le cas ici, donc on va voyager dans le vide. Évidemment, si on veut voyager à ces vitesses-là, ça nous prend du vide, là, parce que sinon, ben, les collisions vont être assez violentes. Donc voilà. Les lois de la physique sont les mêmes et la vitesse de la lumière est constante. Donc, juste avec ces deux observations-là, et soit dit en passant, ça c'était vrai jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de contradiction par rapport à tout ça. On a réussi à modifier les vitesses de la lumière seulement en changeant des indices de réfraction avec les températures. Mais si on est à vitesse constante et à température constante et on se trouve dans le vide, ben, la vitesse de la lumière va toujours être exactement ça. Donc, la vitesse de la lumière n'est pas infinie, elle a une certaine limite, même si c'est extrêmement rapide. C'est la quantité, selon Einstein, la plus rapide qu'on peut observer dans notre univers. Pour l'instant, ça semble être vrai parce qu'on a des accélérateurs de particules qui sont capables de donner des vitesses extraordinaires à des particules très petites. Puis on se rend compte que plus on leur donne l'accélération, puis on va approcher ce plateau-là, puis on n'est pas capable de le dépasser. Donc la vitesse accélère de façon parfaitement linéaire, puis rendu proche de là, ben, on voit qu'on atteint un certain plateau. Donc il y a une asymptote qu'on peut extrapoler. Qui se trouve vraiment être exactement cette quantité-là. Donc les observations d'Einstein à date, il n'y a rien pour les contredire.
donc mesurer un événement, va tenir compte de cette vitesse-là. Ce qui est important de réaliser, c'est que notre observation n'est pas instantanée, même si on la voit, on a l'impression que ça se passe à un moment bien précis. Mais comme la lumière prend un certain temps à se rendre à nos yeux, dans les distances très faibles, comme dans la vie de tous les jours, ça n'a aucune incidence. Mais si on se met à l'échelle cosmique, c'est des distances qui sont très grandes. Donc les temps de parcours pour tout ce qui va être ondes électromagnétiques va augmenter. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup souvent dans toutes sortes d'ouvrages de science-fiction. Là. On veut parler à quelqu'un, disons, qui serait rendu sur Jupiter. Il faut être conscient que ça va prendre plusieurs minutes avant que la communication se rende d'une planète à l'autre. Juste la lumière du Soleil, ça prend 8 minutes à se rendre jusqu'à nous. Là. Donc, on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Donc, c'est ça qui est important de réaliser ici, c'est que ces distances-là qui sont énormes dans l'univers, donc l'univers est constitué à 99,9% de vide, mais il y a quelques petites parcelles de matière dont nous. Ces trucs-là, les distances entre ces bouts de matière-là sont énormes. Donc, les distances sont aussi énormes, donc les temps vont être considérables, même si les vitesses sont astronomiques. Donc, c'est ça qu'il faut faire bien attention, c'est que les observations qu'on va faire doivent tenir compte de la position qu'on occupe. Parce que la position qu'on occupe n'est pas la même pour un autre observateur. Donc, comme la lumière doit prendre un certain temps, c'est un enjeu. Donc, comme je disais, imaginez quelqu'un qui est proche du Soleil, on lui envoie un appel radio. Salut, comment ça va? Là? Ça prend 8 minutes avant que lui reçoive le message. Donc, une fois qu'il reçoit le message, il nous écoute, puis après ça, il peut nous répondre, mais ça prend un autre 8 minutes avant de nous rejoindre à nous aussi. Donc, il y a un minimum de 16 minutes entre l'envoi de la question et la réponse. Et ça, c'est juste entre nous et le Soleil. Donc, il y a des distances qui sont beaucoup plus grandes. On va parler tantôt d'années-lumière. Pour vous donner une petite référence, là, l'étoile la plus proche de notre Soleil, c'est Alpha du Centaure. Elle se situe autour de 4,2 années-lumière de nous. Une année-lumière, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, c'est la distance que parcourt la lumière pendant 1 an. Donc, avec une vitesse de l'ordre de 300 millions de mètres par seconde, pendant 1 an, il y en a des secondes. Là. Fait qu'on fait une distance qui est quand même assez importante. La morale de l'histoire, l'étoile la plus proche qu'on observe à toutes les nuits, ça prend 4... on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans. Donc peut-être qu'elle n'existe même plus aujourd'hui, cette étoile-là, mais on va le savoir dans 4 ans. Peut-être qu'elle a explosé hier, mais on ne le sait pas parce que nous, dans notre référentiel, on est tellement loin qu'on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans. Et ça, c'est l'étoile la plus proche. Donc imaginez, tout ce que vous voyez dans l'univers, c'est une photo dans le passé. Là. On ne voit rien d'instantané. Les distances sont tellement grandes qu'il faut tenir compte de ces distances-là et des temps de parcours de la lumière. Et c'est pour ça qu'on calcule ça en années-lumière, parce que si on calculait ça en mètres ou en kilomètres, évidemment, les exposants seraient énormes. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais illustrer avec la section 8.2, donc mesurer un événement. Donc le temps qu'un événement atteigne nos yeux dépend de la position d'où nous l'observons. Donc on doit à ce moment-là tenir compte des coordonnées espace-temps. Donc il faut dire, j'observe tel événement le 21 avril 2021 à 9h38 en ce moment, mais je suis chez moi, donc ma coordonnée X, Y, Z, donc la situation de la planète Terre en fonction du Soleil, tout ça, ça va tenir compte dans des échelles qui sont énormes comme ça. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas trop de voisins dans l'univers pour l'instant, donc c'est plus ou moins pertinent. Mais si on se met à coloniser d'autres planètes et des choses comme ça, ça va être quelque chose qui va être hyper important. Je vais faire un autre exemple aussi pour regarder un petit peu la simultanéité d'un événement. Pour réaliser à quel point les choses vont être relatives, là, donc c'est un petit peu le thème du chapitre, 2 observateurs, donc ils sont dans deux fusées différentes, donc une qui est immobile, donc la fusée de Bob, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, le Bob est écrit en bleu ici, et la fusée de Bill qui est écrit en rouge ici. Donc le point rouge ici c'est Bill, le point bleu c'est Bob. Les 2 fusées, il y en a une qui bouge, il y en a une qui ne bouge pas. Donc 2 référentiels qui ne sont pas pareils, donc il y en a un référentiel, donc selon Bill, son origine, c'est lui-même. Donc, cette origine-là avance. Et Bob, lui, son origine ne bouge pas. Lui est immobile. Il va à une vitesse égale à 0.
Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer deux événements. Donc, c'est quoi un événement? C'est quelque chose qui se passe, là, quelque chose d'observable. La chose la plus facile à s'imaginer, c'est deux explosions. Donc, imagine-toi qu'au point X1 et au point X2, il se passe deux explosions. Donc, deux petites dynamites qui explosent. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, à ce moment bien précis où les explosions se produisent, ben, la lumière qui est dégagée de ces explosions-là n'a pas atteint encore ni Bill ni Bob. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avancer le temps un petit peu. En faisant avancer le temps, ben, j'ai dessiné des fronts d'onde. Donc le premier front d'onde, là, je suis sûr que ça devrait être sphérique, là, mais pour que le dessin fonctionne un petit peu mieux, je les ai un petit peu plus aplatis. Là. Donc là, les événements, les fronts d'onde vont grandir à la vitesse de la lumière à mesure que le temps va avancer. Donc à ce temps-là, donc dans un temps T1, qu'est-ce qui se passe? Ben, le front d'onde de l'événement X1 est rendu comme ça. Est-ce qu'il a atteint soit les yeux de Bill ou de Bob? Non. Donc, il faudrait qu'il atteigne le point bleu pour se rendre jusqu'à Bob, et il faudrait qu'il atteigne le point rouge pour se rendre jusqu'à Bill. Donc, à ce moment-là, ni Bill ni Bob ne perçoivent l'explosion X1. Par contre, si on regarde l'explosion X2, ben, à ce moment-là, on voit que le point rouge est rendu en contact avec le front d'onde de X2. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Bill perçoit X2. Donc, lui, il voit une première explosion. Il n'a pas vu la seconde, il n'a pas vu X1, il a vu X2. Donc, il y a une explosion qui se passe. Bob n'a rien vu encore. Donc, Bill, une explosion. OK, explosion là. Continue à avancer le temps. Si on avance le temps maintenant, l'explosion 1 est rendue comme ça et l'explosion 2 est rendue comme ça. Donc là, le front d'onde a dépassé Bill, donc lui voit toujours l'explosion X1. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec l'explosion 2 qu'il voit? Donc l'explosion 1, par contre, ne s'est pas encore rendue à ses yeux. Qu'est-ce qui se passe par contre pour Bob? C'est que Bob, il y a le front d'onde de l'explosion 1 qui se rend à son œil et au même moment, il y a le front d'onde de l'explosion 2 qui se rend à son œil. Donc à ce moment-là, lui, il perçoit les deux explosions au même moment. Donc lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux explosions. Bill a seulement perçu X2 en ce moment. À ce moment-là, Bob perçoit X1 et X2 au même moment. On continue d'avancer le temps, donc les fronts d'onde vont continuer de grossir à la vitesse de la lumière. Et à ce moment-là, ben, le front d'onde X1 atteint Bill. Donc là, Bill perçoit X1. Donc là, Bob a déjà perçu X1 et X2. Bill a déjà perçu X2, ça fait déjà un petit moment. Et maintenant, Bill perçoit X1. Donc là, c'est sûr que cet écart-là va être accentué par la vitesse de Bill. Plus Bill va aller vite, plus cette différence-là va être importante. Mais du point de vue théorique, on regarde ça, on n'a pas le choix de dire que Bob perçoit les événements au même moment et Bill ne les perçoit pas au même moment. Donc, lui, Bill, selon ses observations, l'explosion X2 est arrivée avant l'explosion X1. Pour Bob, l'explosion X1 et X2 est arrivée au même moment. Donc, la question qu'on doit se poser en ce moment, c'est qui a raison? Est-ce que les explosions sont arrivées au même moment? Ben, la réponse n'est pas simple. La réponse, c'est relatif à l'observateur. Donc, pour Bob, les explosions sont arrivées au même moment. Bob a raison. Les explosions sont arrivées au même moment pour lui. Pour Bill, les explosions ne sont pas arrivées au même moment. Est-ce que Bill a tort? Non, Bill a raison. Pour Bill, les événements ne sont pas arrivés au même moment. Et ceci est dû au fait qu'il ne se déplace pas à la même vitesse que Bob. Est-ce que parce que Bill n'a pas la même vitesse que Bob, tout ce qu'il voit est faux ou le contraire? Non. Les deux ont des observations qui sont valables. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'on doit noter tous ces facteurs-là, donc à quelle vitesse on se déplaçait, où est-ce qu'on est rendu, et à quel moment on a capté tous les événements. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire une étude qui est plus adéquate en fonction d'un autre référentiel, parce que c'est possible que la Terre ne se déplace pas ni à la vitesse de Bill, ni à la vitesse de Bob. Et nous, on va peut-être percevoir des événements avec des écarts de temps qui vont être différents de ces deux hommes-là. Et nos observations sont bonnes quand même. Il faut juste toujours tenir compte de la vitesse, la position de l'observateur. Donc, les événements sont simultanés pour Bob, mais pas pour Bill. C'est relatif à la vitesse des observateurs. Et c'est ça qui est important. Les deux peuvent avoir des bonnes observations, mais sont relativement différentes. La relativité du temps, qui est sans doute le bout le plus intéressant de ce chapitre-là.
Écoutez, c'est le petit dessin qu'Einstein a décidé de faire pour prouver sa théorie, puis écoutez, vous en ferez votre propre opinion, là. Est-ce que vous auriez été convaincu de ce que Einstein avance avec un petit dessin comme ça? Je sais pas, on va regarder ça. Moi, je suis pas sûr, là, si je suis bien franc avec vous autres, mais avec le temps, ben, on a réussi à prouver que ceci est bien vrai. Mais bon, 1915, si je me rappelle bien, 1905 ou 1915 à vérifier, mais une de ces deux années-là. Donc, M. Einstein a établi cette théorie-là. Donc, il s'est dit, ben, mettons que tu es un objet qui se place devant un miroir. Donc, l'objet assuré qui se trouve ici, c'est un miroir. Disons qu'on est immobile, donc on est cet objet-là et on se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que le rayon va partir de nous et va rebondir sur le miroir pour se rendre jusqu'à nous. Le temps que le rayon se rende jusqu'au miroir et revienne, ça va prendre un certain temps qu'on va appeler delta t0. C'est quoi le temps? Ben, ça va être facile à calculer. On va dire que ça va être à la vitesse de la lumière. Ben, on va être obligé de parcourir 2 fois la distance d, donc une fois l'aller, une fois le retour. Et on va pouvoir calculer c'est quoi le temps delta t0. Maintenant, si on se déplace à une vitesse v, donc là, évidemment, plus la vitesse va être importante, plus ce qu'on va dire ici va être vrai, jusqu'à atteindre la limite de la vitesse de la lumière. Mais bon, si je me déplace très rapidement, ben, écoute, si j'avance, là, qu'est-ce qui va se passer si je regarde dans le miroir directement en haut de moi? Ben, je me verrai pas. Parce que si je regarde directement en haut de moi, le rayon va revenir directement en bas de moi et moi, je vais avoir avancé. Donc, le miroir va arriver derrière moi. Donc, si je veux me voir dans le miroir, ce que je dois faire, c'est regarder un petit peu derrière moi pour pouvoir me voir tel que j'étais ici. Et pourtant, je suis rendu ici. Donc, pour voir le rayon qui sort de là et qui sort ici et qui se rend jusqu'à moi ici, je dois regarder un petit peu derrière moi pour me voir tel que j'étais à ce moment-là. Parce que ici, j'ai pas bougé. Donc, quand je bouge pas, je peux rester au même endroit. Donc, je peux aller directement dans le miroir. Mais là, comme j'avance, je dois regarder un petit peu derrière moi. C'est inévitable. Sinon, ben, je ne réussirai pas à attraper le rayon. Si je regarde directement en haut ici, ben, le rayon s'en va directement en bas. Et moi, je suis rendu ici le temps que la lumière se rende au miroir. Donc, je ne me verrai pas dans le miroir. Si je veux me voir dans le miroir, il faut que je regarde un petit peu derrière, donc le rayon qui arrive ici. Écoutez, ça semble complètement anodin, mais la différence que ça fait, c'est que maintenant, la lumière n'a plus un parcours D à faire 2 fois, mais bien un parcours L. Donc, au lieu de tout simplement aller sur le miroir comme si j'étais immobile et revenir, donc faire 2 fois la distance D, ben, je vais faire 2 fois la distance L, qui est beaucoup plus grande que la distance D. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer le temps delta t qui va me permettre d'avancer comme ça pour pouvoir me voir après un certain temps. Donc, je prends mon calcul de vitesse. Donc, vitesse qui est déplacement sur delta t. Donc, le déplacement, ça va être le déplacement du rayon lumineux. Donc, ici, dans mon premier cas, dans ma colonne de gauche, je veux dire que ma vitesse, c'est la vitesse de la lumière qui va être égale à 2D sur delta t 0. Donc, je fais 2 fois ma distance d. Donc, je fais un aller-retour. Et je divise ça par delta t 0. Donc, ça serait le temps que ça prendrait pour que la lumière fasse l'aller-retour ici. Maintenant, dans le deuxième cas, ben, la vitesse reste constante. On a dit que la vitesse de la lumière est une constante, donc elle ne peut pas varier. Donc, on dit que C va être égal à, cette fois-ci, 2 fois L. Donc, j'ai le parcours L à faire dans un sens et dans l'autre. Et divisé par delta T. Donc, le temps ici va être, pas le choix d'être un petit peu différent. Comme j'ai pas la même quantité, donc ça, c'est une constante. C, c'est une constante. Donc, C, c'est une constante. Si j'ai D ici, puis j'ai L ici, ben, je peux pas avoir le même temps. C'est ça qui est quand même relativement fascinant de cette démonstration-là, c'est que c'est tout simple. Puis après ça, ça dit, ben, le temps ne peut pas s'écouler de la même façon si je reste immobile ou si je me déplace rapidement. Juste à cause de ça, une observation bien banale, un dessin bien banal, mais c'est inévitable. Donc, on n'a pas le choix de dire, ouais, OK, on va aller au bout de ton raisonnement. Ça aurait été bien le fun qu'il y ait une petite preuve expérimentale de ça, mais malheureusement, dans ces années-là, c'était absolument impossible. Il a fallu attendre les années 70 avec l'apparition du Concorde, donc un avion supersonique suffisamment rapide et des horloges atomiques suffisamment précises pour pouvoir vraiment voir ces différences de temps-là.
Et on les a vraiment bien observés. Donc, on continue le raisonnement. Donc, moi, j'ai isolé ici D et L pour ensuite me faire un petit triangle. Donc, j'ai fait le triangle ici. Donc, si vous voyez bien le triangle ici, donc on voit ici qu'on a L qui est là. En hauteur, c'est D. Et ce qu'on a comme base ici, ben, ça va être la distance, la moitié de la distance, ici, dans le fond, 1,5 de V fois delta T, qui va être la distance que je vais parcourir pendant que je me déplace. Donc, la vitesse de mon objet qui se déplace, qui ne doit pas dépasser la vitesse de la lumière, qui va être ma limite. Donc, si je fais un Pythagore avec ça, j'ai que L au carré va être égal à D au carré plus 1/2 V fois delta T au carré. Donc, c'est la relation que j'ai faite ici avec mon Pythagore. J'ai remplacé le L par ça ici et j'ai remplacé le D par ça ici. Donc, je me trouve à avoir ça. J'ai enlevé la racine carrée en mettant au carré de l'autre côté pour que ça soit un peu plus simple à travailler et j'ai isolé après ça mon delta T. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on se rend compte que le temps ne se comporte pas de la même façon des deux côtés. Donc, on le voyait déjà a priori, mais maintenant, on peut le quantifier. Donc, je vous regarderai la démonstration mathématique. Je suis allé vraiment étape par étape. Là, c'est quand même intéressant comme démonstration, mais sans être si compliqué. Donc, je vous invite à regarder ça un peu plus en détail. Là où ça devient intéressant pour nous, c'est à partir d'ici. Donc, on se rend compte que le temps va vraiment varier en fonction de la vitesse de notre observateur. Donc, ça, c'est la relation qui va être le plus utile dans ce chapitre-ci. Donc, le temps va être égal à delta T sur 1 moins V sur C au carré. Donc, c'est ce qu'on va appeler la dilatation du temps. Le temps pour quelqu'un qui va rester immobile va toujours se passer plus rapidement que pour quelqu'un qui va rapidement. L'exemple que je vais vous donner est souvent l'exemple pour nous démêler à tout coup. Là, on va le faire dans 2 minutes. Là. C'est l'exemple des jumeaux. Puis ça, c'est une des choses qui est un peu déprimante quand on commence à penser à voyages interstellaires, voyages spatiaux. C'est que les gens qui vont accepter si un jour on réussit à se déplacer à ces vitesses-là, faut accepter qu'on abandonne tout ce qu'on connaît. Là. C'est impossible de voyager à des vitesses qui sont aussi rapides et de ne pas être influencé par le temps. Écoutez, le delta T0 va être la vitesse de l'observateur. Ben, on va avoir les deux. Là. On va avoir quelqu'un qui va rester au sol et quelqu'un qui va se déplacer rapidement. Il faut toujours garder en tête que celui qui va se déplacer rapidement va vieillir moins vite que celui qui va rester immobile. Et c'est là l'enjeu. Donc, l'exemple que je vais donner tout à l'heure, c'est l'exemple des deux jumeaux. En deux jumeaux, les deux ont votre âge, environ 20 ans. Il y en a un qui décide d'aller explorer une étoile qui est à quelques années-lumière. Donc, il part, il fait un voyage. Lui, ça lui prend comme 20 ans de sa vie faire le voyage. Ben, il revient, mais sur Terre, c'est écoulé des centaines d'années. Donc, son frère est mort. Ses enfants sont morts de vieillesse. Il va rencontrer ses arrière-petits-enfants. C'est complètement troublant là, de s'imaginer ça. Et c'est un peu un énorme problème. Là, on peut croire aux extraterrestres tant qu'on veut, là, mais ça va toujours rester un problème d'aller les visiter ou qu'eux viennent nous visiter. Les problèmes de relativité comme ça. Faire des grandes distances, si on veut pas que ça prenne toute notre vie, il faut les faire rapidement. Mais si on veut les faire rapidement, ben, on abandonne tout ce qu'on connaît derrière nous. Et c'est ça qui est le pire. Donc, voilà. On peut remplacer le V sur C par la constante bêta. Pas que ça soit hyper nécessaire, mais ça nous permet d'exprimer le facteur gamma. Le facteur gamma, dans le fond, qui va être notre facteur relativiste, dans le fond, qui vaut 1 sur V sur C au carré, là, qui est dans le fond le 1 sur la parenthèse, là, 1 sur la racine carrée. Ça nous permet de bien voir cette référence de temps. Là. Donc, ce qui est important de garder en tête, c'est les échanges entre les deux. Là. Donc, le delta T, c'est le temps dilaté à cause de V. Donc, c'est lui qui va toujours être plus grand. Donc, je vous l'ai écrit ici, le delta T est toujours plus grand que delta T0. Le delta T0 va toujours être celui qui va se déplacer plus rapidement. C'est toujours lui qui a la quantité de temps la moins grande qui va se passer. Et c'est du temps réel, c'est pas une impression. Là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Là. On roule à 130 km/h sur l'autoroute. Là, on a l'impression que ça passe plus vite parce que c'est excitant, là, ou je sais pas quoi. Là.
C'est une impression, ça. Ce n'est pas une vraie différence de temps qui va se passer, là. Même au niveau réel, là. Essayez de rouler moins vite à un moment donné, puis vous verrez que les différences de temps vont arriver, sont quand même négligeables. Mais là, on va parler de réelles différences de temps. Le facteur relativiste, le facteur de Lorentz, est toujours positif. Toujours quelque chose qui est plus grand que 0. C'est 1 sur racine de 1 moins V sur C. V, sa limite, c'est la vitesse de la lumière, donc c'est C. Si on a que notre vitesse de déplacement est égale à la vitesse de la lumière, ben, on va avoir un rapport relativiste infini. C'est-à-dire que si on a réussi à atteindre la vitesse de la lumière, ben, il se passe une infinité de temps pour tous les autres humains de la Terre. Tu peux aller à la vitesse de la lumière pendant 1 seconde, la Terre n'existe plus. Là. Dès que tu ralentis, tu regardes derrière toi, la Terre n'est plus là. Là. C'est une infinité de temps. Donc, vous comprenez un petit peu pourquoi c'est la limite de notre univers, puis à quel point ça a plus ou moins de sens de se rendre jusque-là. Mais c'est quelque chose qui est bien réel, là, puis qu'on observe réellement. Bon, ceci dit, les facteurs relativistes ont besoin d'être énormes les vitesses ont besoin d'être énormes pour que le facteur relativiste soit observable. Donc là, ici, je vous ai sorti un petit graphique qu'il y avait dans votre manuel, juste pour vous illustrer le facteur gamma. Donc si on a un gamma qui est égal à 1, c'est qu'on va à vitesse 0 en réalité. Donc si on a le petit v ici qui est égal à 0, on se retrouve à avoir 1 sur 1, ou 1 sur racine de 1, qui vaut gamma égal à 1. À ce moment-là, le temps de l'observateur et des 2 observateurs, en réalité, est exactement le même. Par contre, à mesure qu'il y en a un d'eux qui va se déplacer plus rapidement que l'autre, ben, la différence de temps va devenir de plus en plus perceptible. Bon, passez pas votre vie dans des avions pour gagner un petit peu d'espérance de vie, ça ne fonctionnera pas. Ça prend des rapports de vitesse qui sont énormes. Donc déjà, là, ici, on l'a mis dans le tableau ici, à 0,6 fois la vitesse de la lumière. Là. 0,6 fois 300 millions de mètres par seconde. Là. Donc, on parle de quoi? On parle de 100 millions de mètres par seconde. On s'entend que jamais tu vas aller à cette vitesse-là dans ta vie. Ben, ton facteur relativiste serait juste de 5 quarts. Là. Ça veut dire que tu aurais un petit 20% d'écoulement de temps plus rapide que l'autre. Donc, pour 5 ans que tu as passé dans ta fusée, ça en est passé 6 sur la Terre. C'est pas la catastrophe encore, là. Mais dès que tu vas augmenter, c'est là que ça va devenir de plus en plus impressionnant. Donc, c'est vraiment exponentiel. Et plus on va se rapprocher d'une vitesse de la lumière qui va être... de la vitesse de déplacement V qui va être égale à la vitesse de la lumière, plus là, on va avoir un facteur qui va être infini. Et on voit encore une fois qu'on a une asymptote qui apparaît ici, qu'on n'atteindra en théorie jamais. Donc, vous voyez que ça augmente quand même de façon assez rapide. Donc là, tu regardes ici, 0,6, là, tu n'as pratiquement rien. 0,8, c'est pas grand-chose de plus. Mais là, 0,98, là, tu es rendu à 5 fois plus de temps qui se passe dans ta fusée, qui se passe sur Terre que dans ta fusée. 0,995, tu es rendu à 10, 0,9965. Plus on va se rapprocher, plus ces facteurs-là vont devenir importants. Et ça devient non négligeable. Donc voilà, ça prend des vitesses qui sont énormes pour avoir des facteurs relativistes, donc des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Donc dans notre vie de tous les jours, c'est pas quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose qu'il va devoir tenir compte si jamais on réussit à développer des technologies de déplacement planétaire très rapides. Donc c'est pas mal ça. Je vous ai fait un petit exemple justement pour essayer de vous rappeler tout ça. C'est l'exemple le plus fort à se rappeler, selon moi, pour se rappeler quel qui est delta T0, quel qui est delta T. Moi, je trouve ça tout le temps mêlant quand j'en fais ces problèmes-là, lequel qui est quel. Mais quand je me rappelle cet exemple-là, c'est super facile. C'est toujours sur Terre qui s'écoule le plus de temps et la personne dans la fusée, c'est elle qui fait le sacrifice, qui abandonne tout. Là. Donc, j'ai un voyageur qui se déplace pendant 10 ans à une vitesse de 0,999 fois la vitesse de la lumière. Combien de temps s'écoule sur Terre durant son voyage? Donc, c'est très rapide comme vitesse, mais en même temps, pendant 10 ans, là, à 0,999 fois la vitesse de la lumière, ben, tu n'en verras pas tant que ça des étoiles. Là. Tu vas aller voir la plus proche, puis tu vas revenir. On s'entend que c'est le voyage le moins loin que tu peux faire dans l'espace là, pour que ça soit intéressant, qui est à l'extérieur de notre système solaire. Ça vaut-tu la peine pour aller voir une autre étoile qui n'a rien autour? Je sais pas, vous me le direz.
Donc, si on fait notre calcul, donc l'important, c'est de calculer le facteur gamma, donc le V sur C, et de se rappeler où ce que le 10 ans va. Donc, toujours se rappeler que le 10 ans, c'est celui qui voyage, donc celui qui va aller le plus rapidement. Donc, c'est le delta T0 qui va être notre temps le plus petit. Et ce facteur-là, donc on va augmenter d'un facteur gamma, va devenir le temps sur la Terre qui va être notre delta T. Donc, c'est le calcul qu'on a à faire. On a juste remplacé nos chiffres. Donc, delta T est égal à 10 ans divisé par racine de 1 moins 0,999C sur C. Donc, les C peuvent se barrer. Donc, 0,999 au carré. Donc, 1 moins ça, racine carrée. 224 ans. C'est énorme. Pour 10 ans de voyage, c'est passé 224 ans. Et je veux répéter quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas une impression qui s'est passé 10 ans dans la fusée. C'est quelque chose de bien réel. S'il y a un arbre qui avait amené dans sa fusée pour fournir de l'oxygène pendant toutes ces années-là, ben, l'arbre a vraiment vieilli de 10 ans. Il a poussé l'équivalent de 10 ans. La personne qui est dedans, si elle avait 20 ans au départ, ben, elle a la morphologie d'un adulte de 30 ans. Donc, elle a vraiment vieilli de 10 ans. Pourtant, revient sur la Terre, il s'est écoulé vraiment 224 ans. Donc, tous les gens qu'il n'a jamais connus sont décédés depuis bien longtemps. Même peut-être la ville dans laquelle il a grandi, le pays dans lequel il a grandi n'existe plus. C'est long, 224 ans. Et peux-tu t'imaginer quelqu'un qui revient sur Terre après 224 ans? Juste le véhicule dans lequel il revient. Juste te visualiser aujourd'hui, il y a 224 ans, dans quoi on roulait, là. C'était quoi nos voitures il y a 224 ans? Ben, tu feras tes recherches, tu peux t'imaginer qu'il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas d'essence. C'est des charrettes à chevaux, là. Fait que là, imagine-toi, là, c'est l'équivalent de quelqu'un qui reviendrait aujourd'hui en charrette, puis tu fais comme, mais d'où c'est que t'arrives, mon ami? Et pourtant, c'est ça le sacrifice que cette personne-là devra faire. Revenir, ben là, c'est supposant qu'il a survécu pendant ces 10 ans-là. C'est quelque chose qui est quand même un énorme sacrifice à faire. Un autre exemple. Dans des accélérateurs de particules, on accélère des particules très rapidement. Le but, ultimement, c'est de les briser. Donc, les accélère des vitesses qui sont le plus proche possible de la vitesse de la lumière, donc au maximum qu'on est capable. Puis après ça, ben, on les fait collisionner avec une autre particule semblable pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond là-dedans. L'idée, c'est la technique de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une boule de billard. Ben, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ben, je vais la lancer sur le mur le plus raide possible pour qu'elle explose en 1000 morceaux. Puis regarder les miettes, c'est quoi ces miettes-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et parfois, quand on fait ça, ben, il apparaît des particules, donc les miettes qu'on observe, qui sont des nouvelles particules. Donc, une de celles-là qu'on a observées s'appelle le kaon positif, le K+. Le K+, par contre, c'est une particule extrêmement instable, donc elle a une durée de vie de 0,1237 avant de se désintégrer. Sauf que là, pour la produire, cette particule-là, il faut la faire voyager à une vitesse qui est vraiment impressionnante. Donc, la particule qui a été brisée pour créer cette deuxième particule-là, ben, elle voyage à 0,990 fois la vitesse de la lumière. Donc, dans le laboratoire, quelle distance je vais observer que mon kaon positif a réussi à parcourir pendant sa durée de vie? Ben, c'est simple. Je vais dire, c'est la définition de la vitesse. Ben, c'est delta x sur delta t. Donc, delta x est égal à v fois delta t. Donc, ma vitesse, c'est 0,999 fois c. Fois la vitesse, le temps de vie de mon kaon. Ça me donne 36,7 mètres, et pourtant, c'est loin d'être ça que j'observe dans mon laboratoire. Ceci est complètement faux. Pourquoi? Ben, parce que mon kaon positif, il vit, lui, 0,1237 fois 10 à la 6 secondes, à la moins 6 secondes. Par contre, moi, je ne vais pas à cette vitesse-là, donc la vitesse que lui vit n'est pas la vitesse que moi, je me trouve dedans. Donc, comme lui va plus vite, son référentiel à lui, c'est 0,1237 microsecondes, mais pour moi, il va s'écouler plus de temps. Donc moi, je ne suis pas à cette vitesse-là. Donc comme l'observateur de l'exemple précédent, la personne qui va à une vitesse très rapidement, il se passe 10 ans, mais la personne qui reste sur Terre, qui ne bouge pas, il se passe 224 ans. Donc c'est un peu la même chose pour ma particule. Ma particule, elle, va vivre pendant 0,1237 microsecondes, mais pour moi, ça ne sera pas 0,1237 microsecondes, sa durée de vie.
Parce que moi, je ne vais pas à cette vitesse-là. Donc, ce n'est pas ce temps-là que je vais observer. Donc, l'idée, c'est d'observer le temps à lequel moi, je vais pouvoir l'observer. Et ensuite, cette distance-là, je vais pouvoir la calculer. Comme la vitesse de la lumière est invariable, ceci ne change rien. Donc, tout ce qui est quantité de temps va être influencé. Et ça va avoir des influences sur plein d'autres quantités qu'on va voir dans quelques minutes. Donc, on va calculer premièrement notre nouveau temps, donc notre delta T que je peux observer dans le laboratoire, donc pas à la vitesse de la particule, mais au repos dans le laboratoire. Qu'est-ce que je peux observer? Bien, j'observe que ma particule vit plutôt pas 1,2 fois 10 à la moins 7, mais bien 8,7 fois 10 à la moins 7 secondes. Donc, autour de 6-7 fois plus longtemps. Maintenant, je peux calculer ma distance parcourue et j'arrive maintenant à un 260 mètres et celui-là, il est bon. Donc, il faut faire attention, le référentiel mesuré par la particule ou le référentiel mesuré par l'observateur qui est dans le laboratoire au repos ne sera pas le même. Et ce qui est fou là-dedans, ce qui est complètement mêlant, c'est que si tu demandais à la particule quelle distance elle a parcouru dans le laboratoire, ben évidemment, la particule ne peut pas te répondre, mais disons qu'on était dans un vaisseau qui aurait ces conditions-là, ben la distance mesurée par l'observateur qui serait à cette vitesse-là serait bien 36,7 mètres. Ce n'est pas ça pour les gens qui sont à l'extérieur, mais pour cette particule-là, c'est ça qui se passe. Donc là, on va parler de contraction des longueurs. On va faire ça, je pense, à la section suivante. Donc, relativité des longueurs. Écoutez, il y a un exemple super absurde là, par rapport à ça là, dans votre manuel, mais que je l'aime tout le temps, fait que je le mets à chaque année. On dit un train de... Je ne me rappelle plus c'est quoi la distance, mais mettons un train de 500 mètres, mais la gare est 400 mètres de long. Fait que le train est trop long pour la gare. Ben, à quelle vitesse faut qu'il y ait le train pour qu'il puisse rentrer dans la gare? Tu faire un échange de passagers à la vitesse de la lumière, ça fonctionne plus ou moins bien. Là. Mais il y a vraiment une contraction des longueurs. Donc, plus on va aller vite, plus ce référentiel-là va diminuer. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce rapport des longueurs-là existe pour vrai. Donc, pour la personne qui est à l'intérieur, ça va être ça qu'il va observer comme longueur, mais pour quelqu'un qui va être à l'extérieur, ça va plutôt être ça. Donc, le train, pour un observateur sur le quai, si le train se déplace extrêmement rapidement, je vais le voir plus petit. Si je mesure sa longueur. Donc là, faites attention, l'exemple précédent, ce n'est pas la personne qui est à l'extérieur de la particule qui fait deux mesures de longueur. Là, on mesure des distances parcourues selon la particule ou selon l'observateur. C'est pas la même chose. Là, on se trouve à l'extérieur. On regarde le train immobile et on regarde le train en mouvement. Le train immobile, il a sa longueur propre, ce qu'on va appeler L0. Le train qui accélère va voir sa longueur se contracter selon le facteur gamma, donc le facteur relativiste. Donc 1 sur racine carrée de 1 moins v au carré, 1 moins v au carré sur c au carré. Cette longueur-là, pour un observateur extérieur, va être contractée toujours. Donc le train, si on veut qu'il rentre dans la gare, il faut qu'il aille plus vite. Mais bon, c'est absurde, ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à calculer, là. Évidemment, ça prend des vitesses qui sont énormes. Si on va à 100 km/h, les facteurs relativistes sont pratiquement autour de 1, donc ça ne change absolument rien. Donc, prenez votre temps en voiture, quand même que tu roules à 120, 130, 150, 200, même 300 km/h. Tu ne vivras pas une seconde de plus, même les probabilités sont vraiment contre toi. Donc, prends ton temps. On peut avoir des effets Doppler relativistes maintenant. On a observé dans l'univers que la plupart des étoiles n'avaient pas exactement la longueur d'onde qu'on s'attendait. Donc, on est capable d'observer différents types d'étoiles et les différents types d'étoiles ont des spectres d'émission qui sont un petit peu différents selon la nature de l'étoile. Donc, souvent par rapport à son âge, sa grosseur, etc. Par contre, c'est des spectres qu'on connaît bien. Mais là, si on regarde les étoiles qui se trouvent autour de nous, puis on fait une grosse moyenne de la plupart des étoiles autour de nous, bien, on se rend compte que les longueurs d'onde qu'on reçoit ou les fréquences qu'on reçoit par rapport aux lumières qu'on reçoit ne sont pas exactement celles auxquelles on s'attendrait. C'est que soit que les longueurs d'onde sont allongées ou contractées. Donc, les fréquences sont soit rapprochées ou éloignées.
Donc, on doit tenir compte du fait que ces étoiles-là se rapprochent ou s'éloignent de nous. C'est l'effet Doppler relativiste. Donc, encore une fois, ça nous prend des vitesses qui sont vraiment énormes une par rapport à l'autre. Ce qui est quand même le cas. Comme on a des distances qui sont quand même très grandes, il faut garder en tête que l'univers, selon cette théorie, vient d'un Big Bang. Donc, le Big Bang ferait que l'univers est en expansion, et ça vient un peu de là. Donc, on s'est rendu compte que la plupart des étoiles qui étaient éloignées, la longueur d'onde qu'on s'entendait à recevoir, la longueur d'onde était un petit peu plus longue. Donc, ça stipule, l'effet Doppler nous dit que sa longueur d'onde est un petit peu plus grande, mais c'est que les objets sont en train de s'éloigner. Donc, la fréquence est un petit peu plus basse de la lumière qui se rend jusqu'à nous. Donc, ça veut dire que les objets sont en train de s'éloigner. Si on fait la moyenne de toutes les étoiles qu'on observe dans l'univers, 99% des étoiles sont en train de s'éloigner de nous. Donc, il y en a quelques-unes qui se rapprochent, mais la plupart sont en train de s'éloigner. Donc, conclusion, on est dans le fameux pain au raisin avec les raisins qui s'éloignent tout le temps un de l'autre. L'univers est en expansion. Donc, ça vient de là. Le calcul se fait relativement facilement. On n'aura pas à tenir compte de vitesse observateur, vitesse source. L'important, c'est la différence de vitesse entre les deux. Dans l'univers, il n'y a pas de zéro, donc il n'y a pas de référence. Il n'y a pas d'objet immobile, il n'y a pas de point fixe de référence. Sur Terre, ça va, là, on peut prendre l'asphalte comme point de référence, le sol, mais dans l'univers, il y a trop de choses en mouvement, tout bouge tout le temps, donc il n'y a pas de référence. Tout ce qu'on a besoin, c'est la différence de vitesse entre nos deux objets. Donc maintenant, si les objets se rapprochent, on va prendre le plus en haut et on va prendre le moins en bas. Et si les objets s'éloignent, on va avoir une fréquence qui va être diminuée. Donc on va prendre moins en haut et plus en bas. Donc c'est pour ça que les signes sont inversés. Il y a plus, moins et moins, plus. Ça peut pas être plus, plus, ça peut pas être moins, moins. C'est plus, moins ou moins, plus. Ce qui va donner des fréquences augmentées ou des fréquences diminuées par rapport aux vitesses. Et FO va être la fréquence émise et F va être la fréquence perçue, un petit peu comme on avait dans le chapitre 3. Sauf que là, c'est appliqué à la lumière. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter là-dessus. Quantité de mouvement en relativité, écoutez, selon Newton, la quantité de mouvement, c'est m fois v. Donc m, c'est donc v, c'est delta x sur delta t. Et maintenant, en relativité, on se rend compte que le temps que la particule vit n'est plus le temps que nous, on observe. Donc, il faut tenir compte du facteur relativiste de cette dilatation temporelle-là. Je vous ai fait la petite démonstration. Donc là, ce qu'on doit dire, c'est que P va être égal à delta X sur delta T0, parce que la particule, elle, vit delta T0. On ne vit pas delta T. Mais nous, si on n'est pas la particule, comment on fait pour faire la conversion? Il faut ajouter un facteur gamma. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a dit, s'il fallait faire delta T0, on a fait le rapport entre delta T et delta T0, qui est dans le fond mon facteur gamma. Donc, delta T sur delta T0, c'est directement mon gamma, si je me fie à l'expression que j'avais ici. Donc, c'est ça, delta T sur delta T0, ça me donne mon facteur gamma que je suis venu remplacer dans mon expression. Donc, ça me dit quoi? Finalement, c'est la même chose. Il y avait le delta X sur delta T, mais j'ai un facteur gamma qui apparaît. Donc, la quantité de mouvement en relativité, je dois ajouter un facteur gamma. Et là, ça va être important de faire attention à nos calculs, parce que vous allez voir qu'autant au niveau des énergies que des quantités de mouvement, il va y avoir toutes sortes d'unités qui vont être plus ou moins le fun à travailler. Je parle de l'électronvolt, même le méga électronvolt divisé par C pour la quantité de mouvement. Il faut faire attention. Mon conseil pour vous, pour avoir le moins d'erreurs possible, puis de recommencer le moins souvent vos exercices, travaille dans le système international. Donc, si on parle de méga électronvolt, d'électronvolt, converti en joules, en kilogrammes fois mètre par seconde, travaille dans le système international, puis à la fin, refais ta conversion. Donc, vous allez voir, j'ai fait quelques exercices, quelques exemples, et c'est toujours la technique que j'emploie. C'est la façon la plus sûre de ne pas se tromper. Parce que sinon, les conversions d'unités, des fois, sont étranges. Il y a plein de petites exceptions là, qui sont vraiment pas agréables à faire. Là. Donc, moi, mon conseil, vraiment, travaille dans le système international. Je sais, là, il y a quelques physiciens qui se sentaient un petit peu complexés avec leurs petits chiffres. Donc, ils ont inventé des quantités pour avoir des gros chiffres. Je comprends toujours pas pourquoi, mais c'est ça pareil. On a l'énergie en relativité.
Vous avez probablement déjà vu dans votre vie cette expression-là, donc égale MC2. Donc ça, c'est l'énergie au repos. Tout élément contient une certaine énergie due aux liaisons nucléaires qui la composent. C'est ce qu'on appelle l'énergie au repos. Donc là, dans des conditions de vitesse qui sont énormes comme ça, ben, cette énergie-là est capable de se libérer. Donc il faut toujours en tenir compte. Si on est capable de faire voyager nos vitesses suffisamment rapidement, c'est qu'on est capable de, une fois qu'on va faire collisionner ces objets-là, ben, de libérer toutes ces liaisons nucléaires-là, donc toute l'énergie nucléaire qui est contenue là-dedans, qui est représentée par mc au carré, c'est étant la vitesse de la lumière. Donc en partant, on a 300 millions de joules au carré là, pour 1 kilogramme de matière, donc c'est énorme la quantité d'énergie qu'on est capable d'avoir là-dedans. Donc faites attention. Il faut absolument tenir compte de cette énergie-là à chaque fois qu'on va faire nos calculs maintenant. Donc, l'énergie totale va être donnée par notre énergie au repos plus notre énergie cinétique. On ne parlera pas d'énergie potentielle en relativité. Ça va beaucoup trop vite pour accumuler de l'énergie dans un ressort. Donc, dès qu'on a collision, qu'on a contact, là, on a la plupart du temps des intégrations des particules. C'est beaucoup trop énergétique. Donc, là, c'est le chaos, donc le ressort va complètement exploser, là, il ne va pas se contracter puis nous redonner de l'énergie. Même chose avec l'énergie potentielle gravitationnelle, ça n'existera pas ces quantités-là. Là. Ça va juste être l'énergie cinétique puis l'énergie au repos. Et c'est en masse. Hein. Donc, notre énergie au repos, on calcule par mc au carré. L'énergie cinétique, ben, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué à calculer. Donc, si on note l'énergie au total va être donnée par gamma mc au carré, ben notre énergie cinétique va être donnée par mc au carré gamma moins 1. Et on peut faire le rapport entre les deux pour avoir notre relation entre notre énergie et notre quantité de mouvement qu'on avait donné en haut. Donc, on se trouve à voir que l'énergie au carré est égale à pc au carré fois mc carré au carré. Donc, on n'a pas le choix. Je sais que c'est plate là, à avoir à calculer des quantités comme ça. Mais on n'a pas le choix en relativité. Les vitesses sont tellement importantes que comme le temps se calcule différemment pour ces particules-là, ça ajoute une quantité d'énergie qui est non négligeable. Donc c'est sûr que ça me prend une quantité qui est énorme. Si tu regardes ton énergie au repos pour une particule qui est relativement lente, donc une énergie cinétique qui a des vitesses de tous les jours, là, ben, le gamma est autour de 1. Là, fait que ton énergie est égale à ton énergie au repos, qui est égale à mc au carré. Ça va. Mais dès qu'on va augmenter ces vitesses-là, ben, l'énergie cinétique va devenir énorme et il faut absolument tenir compte. Donc, pour satisfaire quelques physiciens sécures, on utilise deux quantités souvent. Premièrement, l'unité atomique qui correspond à peu près à la masse d'un proton. À peu près, c'est une petite affaire de moins, c'est 1,67 la masse du proton. Mais vous allez voir ça dans quelques exercices. On va vous dire une particule de masse 4U, par exemple. Là, ben 4U, ça veut dire 4 fois cette masse-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'unité atomique. Puis, vous allez voir souvent l'électron-volt. L'électron-volt, encore une fois, qui est une quantité d'énergie qui correspond à la charge de l'électron fois 1 volt. Vous avez vu ça en électricité, même si vous n'en rappelez pas. C'est ça la conversion. Donc, vous l'avez sur votre feuille de formule. Pas besoin de mémoriser ni un ni l'autre, mais il faut savoir qu'on est capable de faire la conversion. Et moi, c'est ça mon plus gros conseil que je peux vous donner. Là, quand vous allez avoir des énergies qui sont données en électron-volt, ben, tout de suite, tu convertis en joules, même si le chiffre est tout petit, puis ça complexe quelques physiciens qui n'aiment pas ça avoir des petits chiffres. Donc, il n'y a pas d'autre raison d'utiliser l'électron-volt. Hein. C'est que là, on peut avoir des chiffres d'énergie cinétique qui sont quand même gros. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir des énergies cinétiques qui sont des petits chiffres? Mais bon, c'est là. Donc, on va se faire un petit exemple pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, un électron a une énergie cinétique de 2,53 mégaélectronvolts. Quelle est son énergie totale et quelle est sa quantité de mouvement? Et je vous demande d'exprimer son énergie, sa quantité de mouvement en mégaélectronvolts par rapport à C. Donc là, c'est de la grosse conversion d'unité. C'est rien de si compliqué si vous êtes habitué à en faire. Mais il faut être extrêmement prudent là, parce qu'on peut se tromper à plusieurs endroits. Donc, énergie cinétique de 2,53 mégaélectronvolts. Donc, moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai calculé c'est quoi l'énergie au repos de l'électron. Donc, l'énergie au repos de l'électron, ben, c'est mc au carré.
Donc, j'ai calculé en joules. Donc, j'ai pris la masse de l'électron que j'ai trouvé en début de mon manuel ou sur ma feuille de formule. Donc, 9,109 fois 10 à la moins 31 kg fois la vitesse de la lumière. Au carré, je suis arrivé à 8,187 fois 10 à la moins 14 joules. Donc, maintenant, mon énergie au repos, si je la calcule en électronvolts, j'arrive à 8, la quantité que j'ai ici. Puis j'ai 1 électronvolt pour 1,64 fois 10 à la moins 19 joules. Donc moi, j'utilise toujours le calcul de multiplier par 1 là, en fonction de ça. Donc je fais apparaître un 1 là-dedans pour que électronvolt reste en haut parce que je veux quelque chose en électronvolt et que les joules se simplifient. Donc 1 joule en haut, 1 joule en bas. Donc voilà, il me reste à faire 8,187 fois 10 à la moins 14 divisé par 1,602 fois 10 à la moins 19. Et donc j'arrive à 5,11 fois 10 à la 5 électronvolts. Et maintenant, on se sent bien plus viril. Donc 0,511 méga électronvolts. J'additionne les deux, donc le chiffre que j'avais ici. Et celui-là pour mon énergie totale, donc 3,04 méga électronvolts. Et si je le convertis en joules avec la même relation que j'ai faite ici, mais que je fais à l'inverse, j'arrive avec 4,87 fois 10 à la moins 13 joules. Donc là, moi, je vous encourage dans ces numéros-là parce que vous ne le saurez jamais. Est-ce que vous allez devoir me donner votre réponse en électronvolts, en joules? Faites les deux. Parce que moi, l'examen, ça se peut que je vous demande les deux. Et je veux savoir si vous êtes capable de passer de un à l'autre. Donc, assurez-vous d'être capable de le faire. Si vous voyez qu'un numéro, ça ne fonctionne pas quand vous laissez tout en électronvolts, en méga-électronvolts, ben, je l'ai dit tantôt, je le répète, convertis tout en joules et tu devrais trouver quelque chose de pas mal plus simple à calculer. Donc, voilà. On aurait pu faire le contraire. On aurait pu aussi prendre le 2,53 méga-électronvolts et le convertir en joules. Trouver tout ça, ce que ça donne en joules, puis le convertir en électronvolts à la fin. Les deux se font. Maintenant, quantité de mouvement. Donc, moi, je me servis de la relation qui donne le lien entre l'énergie et la quantité de mouvement. Donc, j'ai isolé P là-dedans. Donc, je suis arrivé à P est égal à E au carré moins MC au carré sur C. Là, ici, c'est quand même touché de faire le calcul par rapport avec les méga-électronvolts. Donc, je l'ai fait comme ça pour cette fois-ci. Je l'ai fait de la deuxième façon en mettant tout en joules après. Je pense que c'est plus facile de faire la deuxième façon, mais bon, j'ai fait les deux, vous choisirez. Je vois beaucoup plus d'erreurs dans un examen en faisant cette méthode-là que la deuxième, mais les deux devraient donner la même chose. Donc, si j'isole mon P là-dedans, j'arrive à E au carré moins MC au carré au carré. Donc, si je mets tout ça en méga-électronvolts, donc j'ai mon E ici. Mon MC, je l'ai déjà calculé, qui est ici. Donc, les deux quantités, je les ai. Je les soustrais parce qu'il y a un moins qui apparaît là. Et je laisse mon divisé par C parce que je veux ma réponse divisée par C. Donc, j'arrive à 3,00 méga-électronvolts divisé par C. Donc, oui, c'est plus rapide comme ça, mais comme je vous dis, je vois plus d'erreurs, donc soyez prudents. L'autre méthode, ben là, je l'ai fait un petit peu à l'envers là, pour le convertir, mais ça serait la même chose, mais on prendrait les énergies en électronvolts dans les deux cas. Excusez, l'énergie en joules ici, et on prend la vitesse de la lumière. On calcule le chiffre carrément tout en joules. Donc là, on va avoir une quantité ici en kilogrammes fois mètre par seconde. Là, j'ai fait le contraire, j'ai fait ma conversion par après. Donc là, j'ai pris celui-là ici, donc la réponse que j'avais, et je voulais l'exprimer en joules, pas en joules, mais en kilogrammes fois mètre par seconde, donc l'unité traditionnelle pour la quantité de mouvement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par dire, ben, méga, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire fois 10 à la 6. Donc, j'ai 3,00 fois 10 à la 6 électronvolts sur C, donc j'ai enlevé méga. Ensuite, dans un électronvolt, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai 1,602 fois 10 à la joule. Donc, à ce moment-là, ben, je peux barrer électronvolt. Donc, je peux barrer électronvolt ici. Donc, il va me rester joule. Ensuite, si je veux barrer C, ben, je sais que C, ça vaut 2,998 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des joules. Donc, je mets joule en haut. Ensuite, mètre en bas. Ici, divisé par seconde au dénominateur, ce qui me met seconde en haut.
Donc, je sais que des joules, c'est des newtons fois mètre. Si vous ne vous rappelez pas, ben, je vous suggère de vous rappeler la définition du travail. Le travail qui est des joules, qui est une force fois un déplacement, donc newton fois mètre. Donc là, on voit que mètre sur mètre va se simplifier. Maintenant, je sais que des newtons, c'est des kilogrammes fois mètre par seconde. Donc, kilogrammes fois mètre par seconde carré, parce que c'est F égale ma. Donc, je fais ma simplification. Donc, seconde ici avec celui-là, mètre avec celui. Donc, il me reste kilogramme fois mètre par seconde. Donc, 1,60 fois 10 à la moins 21 kg fois mètre par seconde. C'est sûr que dans le système international, vos chiffres vont toujours être beaucoup plus petits. C'est pour ça qu'on a inventé ces notations-là, ces conversions-là en électronvolts, puis tout ça, juste pour avoir des chiffres qui étaient plus gros, plus impressionnants. Il n'y a aucune réelle valeur, selon moi, d'avoir cette conversion-là, à part d'avoir moins d'exposants à écrire, mais là, on est rendu avec des accélérateurs de particules qui sont tellement performants qu'on est rendu avec des téra-électronvolts, donc on n'est pas plus avancé. On a des préfixes là, qu'on aurait pu simplifier comme ça. Mais bon, comme je disais, le plus simple, c'est vraiment de travailler en joules puis en kilogrammes par mètre par seconde. Dernière chose que je voulais faire avec vous, c'est le concept d'année-lumière. Beaucoup de gens bloquent un petit peu sur ce concept-là. Donc, une année-lumière, c'est pas une année, c'est pas de la lumière, mais c'est la distance que parcourt la lumière pendant un an dans le vide. Ça se calcule. Ben, si tu sais que ton déplacement, c'est vitesse fois delta t, ben, une année-lumière, ça va être 1A fois C. Donc, une année fois la vitesse de la lumière qui est C. Donc, une année-lumière, c'est un an qu'il faut mettre en secondes, qu'on multiplie par la vitesse de la lumière. Donc, un an, c'est quoi? Ben, c'est 365 jours et un quart. Donc, on s'en va. Il y a combien de jours il y a combien d'heures dans une journée? Ben, 24 heures dans une journée, 60 minutes par heure, 60 minutes par seconde, 60 secondes par minute. Et on multiplie ça par la vitesse de la lumière. Donc ça va nous donner un chiffre qu'on devrait s'attendre à ce qu'il ne soit pas super petit. Hein? Ça en fait des mètres en une année de la lumière. Hein? Donc 365 fois 24 fois 60 fois 60 fois 300 millions, ça nous fait un chiffre qui n'est pas négligeable. Donc je ne vous l'ai pas pitonné, je vous laisse le plaisir de regarder qu'est-ce que ça représente une année-lumière en tant que distance. Et dites-vous que c'est pas pour rien qu'on utilise ces quantités-là. Si on regarde juste les rayons de notre galaxie, là, c'est des trentaines de milliers d'années-lumière. Donc imaginez ce que ça représenterait en mètres. Ça n'a absolument aucun sens. Là. Donc, on convertit ça en année-lumière pour avoir quelque chose de calculable et c'est épeurant de s'imaginer à quel point l'univers est immense quand on regarde ces quantités-là, à quel point on est petit et négligeable par rapport à tout ce cosmos. Mais bon, c'est quand même ça notre réalité. Essayez de pas trop angoisser par rapport à ça parce que vous vivez comme ça depuis toujours, donc il n'y a rien qui a changé. On en est juste un petit peu plus conscient peut-être aujourd'hui. Mais garde en tête que tout ce qu'on observe de l'univers autour de nous est extrêmement loin et extrêmement vieux par rapport à ce qu'on vit, nous, en ce moment. Donc voilà, c'est le chapitre 8. Je vous donne votre série d'exercices que vous avez à faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit bientôt.